Ludovic. Salut Nicolas, tu es haut fonctionnaire enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions géostratégiques. Tu as commis Fin de la politique des grandes puissances, c'est paru à l'Observatoire, et Notre guerre, le crime et l'oubli, paru aussi à l'Observatoire. À tes côtés, Guillaume Ancel. Salut Guillaume. Bonsoir Ludo. Tu es ancien officier, tu es écrivain, tu es auteur du site d'information Ne pas subir. Tu as commis Petite leçon sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre, et c'est paru aux éditions Autrement. Alors que les négociations s'enlisent à Genève sous médiation américaine, que les morts s'accumulent des deux côtés, la Russie semble n'avoir pas bougé d'un pouce sur ses positions. Qu'est-ce que les Ukrainiens attendent comme paix? Nicolas, Guillaume, qui se lance? Battez-vous. Nicolas. Tout simplement, il n'y aura pas de paix. Je veux dire que c'est aujourd'hui, mais hier aussi. Moi, c'est quelque chose que je disais Peut-être que depuis un Guillaume a an. un autre avis dans la sens. Oui, voilà, donc ça serait intéressant. Mais il n'y aura pas de paix pour plusieurs raisons. D'abord, bien sûr, la Russie ne veut pas de paix. Ça, je veux dire, on le sait depuis, on le sait toujours, n'est pas prête à céder, même si elle devait perdre encore 1 ou 2 millions d'hommes supplémentaires. Elle en a déjà perdu 1,2 million, tués ou très grièvement blessés. Et puis parce que tout ce qui est proposé aujourd'hui dans le cadre de ce théâtre d'ombre qu'on appelle parfois négociation, est totalement inacceptable pour l'Ukraine. Il n'est pas question, évidemment, qu'elle n'accepte, je dirais, de limiter la taille de son armée, qui est aujourd'hui la meilleure défense possible. En plus, c'est la meilleure armée de l'Europe. Deuxièmement, il n'est pas possible qu'elle n'accepte pas qu'un jour, éventuellement, il y ait des forces de certain nombre de pays européens sur son sol pour garantir la sécurité. Troisièmement, il n'est pas question qu'elle cède le Donbass et la Crimée, tout simplement. Parce que d'abord, le Donbass, elle ne l'a pas complètement perdu, il ne faut pas l'oublier. Et ensuite, parce que sur le territoire du Donbass, vous avez notamment 1,6 million d'enfants et de jeunes qui peuvent être mobilisés demain, qui commencent déjà à l'être d'ailleurs, par la Russie pour servir comme chair à canon pour combattre demain les Ukrainiens et bien sûr, les Européens. Et donc aujourd'hui, l'Ukraine est obligée de faire semblant, parce qu'elle essaye de maintenir, notamment vis-à-vis des États-Unis, un semblant d'ouverture. Mais ça ne peut pas aller loin. Je veux dire, elle essaye disons de garder essentiellement les bonnes grâces de Trump, et notamment ce qui reste du renseignement militaire américain. Mais aujourd'hui, c'est tout. Donc, on est sur ce théâtre d'ombre. L'Ukraine a quand même un grand avantage dans cette histoire. C'est quand même l'intelligence stratégique, l'intelligence technologique, des capacités de frapper de plus en plus le territoire russe. Mais pour autant, malheureusement, la Russie n'est pas non plus complètement défaite. On le voit, et elle peut porter des coups assez graves aux civils ukrainiens. Sur le plan militaire, c'est loin d'être le cas, puisqu'aujourd'hui, on voit même que la Russie recule, et qu'en tout cas, même quand elle a avancé, la Russie n'a jamais considérablement reculé, même par rapport à mars 2022. Il ne faut pas l'oublier, la Russie occupe moins de territoire ukrainien aujourd'hui que hier. Je crois que Guillaume Ancel ne souscrit pas en tout. En fait, l'avis de Nicolas est toujours très pertinent et intéressant. Moi, je regarde les choses sous un angle un peu différent, mais qui ne sont pas contradictoires avec ce que dit Nicolas. D'abord, l'accord qui est en cours de négociation sous l'égide de Donald Trump, ce n'est pas un accord de paix, c'est un accord de fin de guerre. Et il y a une grande différence entre la fin d'une guerre et la paix. La référence, c'est Gaza, où on a décrété que la guerre était terminée, mais les coups pleuvent. Donc cet accord, il est assez inquiétant parce que, à mon avis, il va être imposé par l'impatience de Trump. Et je suis d'accord avec Nicolas quand il dit que globalement c'est inacceptable du côté ukrainien, mais à mon avis, ils n'auront pas le choix. J'explique. D'abord, la situation militaire est dans une impasse. C'est-à-dire qu'aucun des deux protagonistes peut espérer l'emporter. Les Russes avancent... Les deux camps s'épuisent de part et d'autre de la ligne de front. Ils s'épuisent, mais en même temps, il n'y a pas de vaincu. Alors, le problème d'une guerre, c'est quand il n'y a ni vainqueur ni vaincu, la guerre continue, ou alors on déclare qu'il faut l'arrêter. Et c'est ça qui va se passer. Parce que les Russes font face à des pertes colossales, mais épuiser l'armée russe, à mon avis, est hors de portée de qui que ce soit. Et par ailleurs, les Ukrainiens résistent avec un courage extraordinaire. Mais eux aussi sont en train de consommer leur jeunesse. Et ils prennent peur parce que la génération qu'ils ont préservée pendant 4 ans, elle commence à avoir l'âge, malheureusement, de devoir partir au combat parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de faire ça. Ce qui fait qu'on arrive dans cette discussion qui est absolument pas sereine, qui est toujours très dure, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Et puis, en plus, il y a un Donald Trump qui est totalement incohérent, qui change d'avis du jour au lendemain, qui promet tout et son contraire, qui change de théâtre d'opération comme de chemise, qui aujourd'hui se concentre sur l'Iran alors qu'il est en train de négocier sur l'Ukraine. Enfin, il est impossible à suivre. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, il va dire, maintenant,
je veux dire que j'ai arrêté cette guerre. Et ce sera probablement avant l'été. Pourquoi ? Parce qu'il en a besoin pour ses élections de mi-terme aux États-Unis, même si les Américains s'en foutent en fait de l'affaire en Ukraine, mais pas Donald Trump. Et donc quand il dira ça, il a un moyen de pression très fort sur la Russie de Poutine. On dit souvent, il n'a rien obtenu de la Russie. Mais en fait, à Anchorage, en Alaska, en août dernier, il a obtenu deux choses qui sont assez importantes. La première, c'est que, en tout cas facialement, Vladimir Poutine renonce à essayer de dominer toute l'Ukraine. Pour l'instant, il dit, mon objectif, c'est le Donbass. Alors, ça change un peu de temps en temps, mais n'empêche que son objectif, c'est le Donbass. Au départ, c'était toute l'Ukraine. Et la deuxième concession qu'il a faite, et sur laquelle ses représentants reviennent au moment des négociations qui recommencent aujourd'hui à Genève, c'est le fait qu'il acceptait qu'il y ait une force d'intervention internationale qui se déploie en Ukraine s'il y avait un accord. Et d'autre part, il leur flanque des coups de pied sous la table assez réguliers. Par exemple, en allant chercher ponctuellement le trafic pétrolier avec les tankers fantômes, il leur montre qu'il est capable de les assécher financièrement avec ça. Et puis d'autre part, en donnant les informations nécessaires aux Ukrainiens pour que les Ukrainiens conduisent des frappes sur le territoire russe contre des objectifs à très haute valeur ajoutée, que les Ukrainiens seuls ne pourraient pas atteindre. Pourquoi ? Parce que ce sont les Américains qui dessinent la route de leurs drones ou de leurs missiles à travers les défenses aériennes russes qui sont très sophistiquées. Et donc, les Ukrainiens sont ultra dépendants du système de renseignement américain. J'explique avec un seul exemple. C'est que si pendant ces 4 années de guerre, alors qu'il y a 2200 km de frontière entre la Russie et la Biélorussie pour l'Ukraine, les Ukrainiens n'ont jamais été débordés une seule fois ou surpris par les Russes, c'est parce qu'il y a ce système extraordinaire de renseignement américain qui fait du prédictif, c'est-à-dire qui est capable de leur dire 3 semaines à l'avance, là les Russes disent ça, mais en réalité préparent ça. Et donc les Ukrainiens ne sont jamais laissés surprendre, à commencer par le gouvernement qui aurait dû être décapité. Zelensky était la cible de la première opération militaire spéciale ukrainienne. Et puis de l'autre côté, les Européens ont essayé de prendre le relais, ils l'ont fait financièrement. D'ailleurs, on voit bien où est leur puissance, elle est financière et économique. Mais sur le plan militaire et sur le plan du renseignement, malheureusement, ils ne font pas le poids. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas unis. Je vais prendre qu'un exemple aussi. Les 27 systèmes de renseignement des pays de l'Union européenne ne peuvent pas se comparer au système unique de renseignement américain. Parce qu'il y a 27 fois cet investissement, mais en un seul package. Même si en réalité, c'est des agences différentes. Mais c'est un peu, si on voulait faire un comparatif rapide, c'est un peu comme si l'armée américaine, que tout le monde reconnaît aujourd'hui, est la première armée du monde. C'était 50 armées différentes parce que chaque État avait son armée. Et bien, l'état des forces européennes, il est là. C'est-à-dire qu'on n'a que des armées dispersées, des industriels dispersés, des décideurs politiques dispersés. Et par conséquent, ils n'arrivent pas à parler d'une voix unique. Et c'est bien dommage, parce que les Européens ont compris au cours de ces 4 années de guerre que c'était eux qui étaient menacés, et qu'en plus, ils ne pouvaient plus compter sur le soutien américain. Mais je pense qu'on va très rapidement arriver dans une impasse qui va se régler par la force, par Donald Trump, qui va imposer aux Ukrainiens de faire des concessions, typiquement sur le Donbass. D'un point de vue américain, les 5000 km² qui manquent aux Russes dans le Donbass, dans leur esprit, c'est 1% du territoire. Pour les Ukrainiens, c'est 4 ans de combat. Mais dans l'esprit américain, c'est 1% du territoire. Alors que si vous prenez les 1200 km de front actuel, il y a 40 km autour de ce front qui sont totalement rendus invivables par la guerre des drones. Vous faites le calcul, ça fait 50 000 km² qui ne sont plus viables aujourd'hui. Et donc les Américains tiennent ce raisonnement basique, 5 000 km² pour obtenir la fin de cette guerre-là, et ce ne sera pas la paix, Nicolas a parfaitement raison, ou alors on concède ces 5 000 km pour pouvoir récupérer 50 000 km² autour de la ligne de front, dans lequel on pourra de nouveau faire du business, parce que c'est la seule chose qui intéresse Trump. Donc moi, je pense que la situation va déboucher, mais sur un accord qui sera très mal fagoté, et dont les Européens seront les principales victimes. C'est-à-dire que ce sera très difficile pour eux d'assumer la suite, mais ça, on en parlera.